Alors, Luc Carbonneau, qui est commentateur, descripteur des matchs de l'Everest, qui est en vacances depuis quand même un bon bout de temps, et qui a été le remplaçant de l'animateur qui est là actuellement, Luc Carbonneau. Bon matin. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui? Écoute, les vacances, parce que, bon, on sait que depuis le temps des fêtes, un peu, ça s'est terminé quand, les matchs de l'Everest? Le dernier match était le 17 décembre à Princeville. Ça a été le dernier match. Il devait y avoir un match également le 19, mais étant donné qu'il y avait eu une éclosion déjà à Valleyfield, le match n'a pas eu lieu. Donc, le dernier match le remonte au 17 décembre 2021. Bon. Écoute, comme tu es le spécialiste, parce que tu fais la description des matchs de l'Everest, parle-nous, la semaine passée, le directeur général là, qui a procédé à certains changements, et il a quand même bougé pas mal, notre directeur général. En effet, il a bougé sans bouger. Oh, C'est l'expression que j'aime le oh, plus. Donc, il est allé chercher beaucoup ce qu'on appelle des joueurs autonomes ou des joueurs au balotage ou des joueurs qui n'étaient pas signés. Je prends par exemple les deux plus grosses signatures sont Thomas Richer et Christopher Duchesne. Dans le cas de Thomas Richer, ça a été un choix de 11e tour lors du dernier encamp de la Ligue d'hockey junior 3A du Québec par l'Everest. Malheureusement, Thomas Richer avait décidé, malheureusement pour nous, mais heureusement pour lui, tout dépendant de la perspective dans laquelle on se retrouve, Richer avait décidé de ne pas jouer avec nous cette saison-ci parce que pour des questions d'études, il devait aller étudier à l'Université de Concordia. On s'entend faire Montréal-Concordia, Montmagny et l'Université de Concordia, 3h30, ça se fait pas en criant ciseaux. Donc, Richer était censé prendre part à la nouvelle division là, du hockey universitaire, ce qu'on appelle le RSEQ des deux universitaires, donc qui était sous la Ligue du U-Sport, qui est le plus haut calibre de hockey universitaire canadien. Était accompagné également de Christopher Jane. Donc, malheureusement, pour la RSEQ, ils n'ont pas été en mesure de commencer la deuxième division cette année, ce qui a fait en sorte que Thomas Richer, durant le temps des fêtes, a parlé avec Stéphane. Dit, finalement, je serai disponible pour venir jouer avec l'Everest. Et donc, Thomas Richer revient là, dans le giron de l'Everest à faire du bien. C'est un défenseur qui va permettre de rajouter un peu de profondeur à l'équipe et qui a sa place là, dans le top 6, là, sans l'ombre d'un doute. Et avec lui, il amène Christopher Duchesne, un joueur que j'ai eu la chance de connaître de mon côté. Il a joué pendant 3 saisons avec les Lions du Lac-Saint-Louis dans la Ligue de développement de hockey M18 3A du Québec, donc anciennement appelée la Ligue de hockey de Midget 3A du Québec. Duchesne qui totalise au total 107 points en 81 matchs. Donc, une moyenne de plus d'un point par match, ce qui est excellent dans le midget 3A, sans être phénoménal. C'est très bien lorsqu'on va chercher une moyenne de 1 point par match. Et également, ce qui est très intéressant dans le cas de Christopher Duchesne, c'est qu'on parle d'un attaquant qui est très polyvalent et surtout qui a une très bonne intelligence du jeu. C'est un joueur que vous allez aimer dans les deux sens de la patinoire. Il est en mesure de produire offensivement. C'est pas nécessairement lui le tireur d'élite. Par contre, il est excellent de fabricant de jeu et surtout en zone défensive pour un attaquant, il se dérouille très bien. Il a totalisé une fiche de plus et moins de plus 37 durant sa carrière dans le midget 3A. C'était souvent le joueur là, qui accompagnait là, les deux premiers trios, les deux premiers joueurs, si on veut, des Lions du Lac-Saint-Louis. Et souvent, là, petite parenthèse, il évoluait avec des joueurs comme Robert Orr et Matt Choupani, qui les deux se retrouvent soit dans la NCAA ou jouent avec les Moussets d'Halifax présentement dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Donc vraiment Christopher Duchesne là, qui va être un atout très important pour l'Everest là, si l'équipe désire vu qu'on désire de se rendre loin en séries éliminatoires au cours de la prochaine au cours des séries d'après-saison. Luc, quand on regarde, là, tu mentionnais tout à l'heure que le dernier match a eu lieu le 17 décembre. Ouais. Est-ce que, bon, peut-être que les activités vont reprendre de la façon que ça se passe actuellement? Moi, je crois peut-être que d'ici le mois de février, on pourrait peut-être reprendre des activités. Est-ce qu'il y a des chances que les joueurs soient, et permets-moi l'expression, rouillés, là, parce qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'entraînement, il y a pas de match? Est-ce que c'est désavantageux pour le Club L'Everest? En fait, tout le monde est sur le même pied d'égalité dans la Ligue.
Donc, ça donne une chance à ce chapitre-là. Ce qui donne une chance également, c'est que lorsqu'on regarde dehors ou on regarde derrière toi, Michel, on voit qu'il y a de la neige. Donc, ça fait en sorte que les patinoires, bien entendu, à l'extérieur, les joueurs peuvent s'entraîner, peuvent garder la main un peu. La majorité des joueurs également ont un gym à l'intérieur à leur domicile. Donc, ça donne une chance de garder la forme physique. C'est sûr, ce qui est pas le plus idéal, on s'entend. Par contre, ce qui est à noter, on peut maintenant reprendre l'entraînement dans des petits groupes. Donc, on peut s'entraîner sur la patinoire. C'est pas dans des conditions optimales. On s'entend tous là-dessus. Néanmoins, les joueurs peuvent recommencer à s'entraîner dans des différentes ligues ou dans des différents concepts de sport-études. Donc, il y a une possibilité de garder la même, mais on n'est pas à 100%. Là, mettons qu'on est peut-être à 50% de ce qu'on aimerait faire, bien entendu. On fait avec, mais au moins la bonne nouvelle, c'est que comparativement à l'année passée, les joueurs là, sont en mesure de garder la forme là, assez aisément là, à l'extérieur. Quelle était la situation de l'Everest là, au 17 décembre? Est-ce que ça allait bien, moins bien? Ils sont où au classement? Comment c'était là, avant la pause? Ça allait très bien, il faut le dire. Là, depuis l'arrivée de Bruno Guy, on a vraiment vu l'équipe être beaucoup plus performante, qui a livré des performances plus assumées également. L'équipe était présentement à 2 points des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Donc, l'équipe est à 2 points de se retrouver dans les trois premières positions au classement général. L'équipe fait très bien. Ce qui est très intéressant également, c'est que Stéphane Comeau est allé chercher de la profondeur au cours de la période des transactions. Aller chercher quelques joueurs supplémentaires. On parle de Sheldon Savard et Gabriel Montreuil qui vont faire en sorte qu'ils vont permettre un peu à l'équipe de bien faire et surtout d'ajouter de la profondeur parce que je pense que ce qui est très intéressant à observer, c'est que on n'aura pas le choix. En fait, Stéphane a voulu venir se prémunir un peu au cas où qu'il y ait une situation de cas de COVID dans l'équipe pour permettre là, à la formation de continuer d'évoluer. Donc, l'acquisition de Gabriel Montreuil et Sheldon Savard permet ça. Et ça va permettre également à l'équipe de peut-être avoir une meilleure répartie au niveau de ses joueurs et donc avoir peut-être une meilleure performance et surtout peut-être, comment je pourrais dire, relâcher un peu la pression sur certains éléments qui n'étaient pas surtaxés, mais qu'on en demandait beaucoup au cours de la première moitié de saison. Donc, c'est peut-être la bonne nouvelle à ce chapitre-là qui va permettre à l'équipe d'aller peut-être livrer encore de meilleures performances dans la deuxième portion de calendrier. Et bon, on parlait un peu là, du fait que les joueurs sont inactifs. On ne sait pas présentement de quelle façon, quand est-ce qu'on va recommencer. Comme tu disais si bien, c'est fort possible qu'on s'attend possiblement que ce soit en février, peut-être plus vers la mi-fin février, qu'on reprenne la compétition. Sous quel format? Est-ce que ce sera à huis clos? C'est une très bonne question. On n'a aucun détail là-dessus présentement, mais une chose est certaine, on va pouvoir reprendre la saison. Ça, c'est l'objectif premier de la Ligue et des équipes. Et si on regarde tout ça, là, je pense que on est fort à parier là, que les attentes commencent à être très intéressantes envers l'équipe. OK, on va suivre ça de très près. Juste pour terminer sur l'Everest, est-ce que si la saison reprenait en mi-février ou fin février, est-ce qu'il serait en bonne position pour se rendre dans les séries? Oui, présentement, l'Everest est 6e au classement général. On sait que cette année, là, dans le circuit FXB, ce qu'on désirait faire, c'est que les positions 7 à 10 se disputent un tournoi, une petite ronde d'élimination entre elles pour déterminer qui seraient les deux autres équipes qui prendraient part au quart de finale. Donc, l'Everest, présentement, qui est 6e et l'équipe tente là, justement d'éviter cette fameuse ronde de relégation, si je peux m'appeler ainsi, pour passer directement aux séries éliminatoires et avoir le droit un petit peu à ce qu'on appelle une semaine de congé avant d'entamer la série d'après la saison éliminatoire. Et avant qu'on se laisse sur l'Everest, Mathis Demers a également été rappelé par les Foreurs de Val-d'Or, donc il ne terminera pas la saison avec l'équipe. Il sera lui plutôt dans le circuit Courteau. C'est le deuxième joueur, c'est le premier joueur après Tommy Cormier cette saison-ci à être rappelé par l'une des 18 formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Écoute, on va suivre ça attentivement, là, le retour de l'Everest de la Côte-du-Sud. Maintenant, je ne peux pas avoir Luc Carbonneau avec moi ce matin sans parler du Canadien de Montréal, les glorieux. Oups, c'est glorieux. La Sainte-Flanelle.
Écoute, il y a un match cet après-midi et on mentionnait qu'on va se disputer, c'est contre l'Arizona, qu'on va se disputer le dernier rang. Pas drôle, là? Écoute, ça dépend. Le dernier ou le premier rang, il y en a qui vont dire, ben c'est parfait pour la loterie Sean Wright, qui est l'un des meilleurs espoirs en vue, suite à la remise, à l'émission des listes de recrutement de la centrale de la Ligue nationale de hockey. Écoute, je plains autant Dominique Ducharme qu'André Tourigny, parce qu'il faut pas l'oublier, c'est André Tourigny, là, celui qui a déjà mené le Canada au championnat mondial junior et qui a mené les 67 d'Ottawa également dans la Ligue de l'Ontario. C'est vraiment pas évident pour les deux formations. On est en reconstruction très claire. Il y a eu beaucoup de transactions. D'ailleurs, c'est ironique de la chose parce que le Canadien de Montréal est allé chercher Christian Dvorak parce que les Coyotes voulaient se mettre en position de reconstruction. Et finalement, c'est drôle. Les deux équipes sont en reconstruction, pauvres Américains. Mais donc, ça va être très intéressant, un match à surveiller. Écoute, je pense que les Coyotes ont peut-être certaines choses à prouver. On sait que il y a beaucoup d'incertitudes face à cette formation-là. On parle beaucoup de déménagement. On parlait de ne plus avoir d'amphithéâtre en janvier 2022, ce qui est ironique un peu. Le Canadien qui doit en profiter, mais ça ne sera pas évident, surtout en plus que Jake Allen est revenu à Montréal. Disons que pour Dominique Ducharme, c'est loin d'être la saison escomptée après une finale de la Coupe Stanley. Est-ce qu'on travaille pour aller chercher le meilleur joueur de la Ligue junior majeure du Québec? Écoute, Sean Wright, c'est un Américain, c'est un Ontarien. Il joue présentement avec les Frontenacs de Kingston dans la Ligue de l'Ontario. Il n'y a pas beaucoup de... selon la liste de recrutement, là, il n'y a pas de Québécois dans le top 5 prévu là, au classement de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Il faudrait aller dans le top 10 là, pour espérer voir un Québécois être repêché par le Canadien. Mais disons que il y a beaucoup de choix, là, je te dirais, dans les 3 premières sélections à venir là, dans le camp 2022. Là, il y a, j'oublie son nom, juste pour écœurer, il y a un Finlandais qui est très intéressant. On parle beaucoup de Sean Wright au Canada, mais il y a un Finlandais, oui, qui est très intéressant. Un joueur de centre qui mesure 6'2", qui est très intéressant et qui prenait part également au championnat mondial junior avec la Finlande âgée de 17 ans seulement. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va arriver d'ici la fin de la saison. Mais moi, personnellement, j'aimerais peut-être ça, ne pas être la première équipe qui va repêcher, parce qu'il y a certains recruteurs également qui émettent certains doutes concernant Sean Wright quant à sa possibilité d'être vraiment très dominant comparativement à Alexis Lafrenière. Et il reste à peu près 2 minutes et demie pour parler des internationaux d'Australie. Qu'a-t-on en réserve du côté de Tennis Canada? Ben écoute, faut le dire, Tennis Canada qui a quand même très bien fait au cours de la semaine préparatoire avant les internationaux d'Australie. Le Canada qui a remporté la Coupe ATP, ce qui est un peu la compétition internationale que l'ATP a tenté de faire pour faire compétition à la Fédération internationale de tennis, la Coupe Davis. Il y a beaucoup d'attentes très élevées. Avec Félix Auger-Aliassime qui a atteint le top 10 pour une deuxième fois de sa carrière, ça va être, on s'attend à beaucoup de résultats. Félix qui a quand même très bien fait aux internationaux des États-Unis, qui a très bien fait également à Wimbledon en se rendant en quart de finale, et Denis Shapovalov qui s'était rendu en demi-finale. Les deux jeunes qui ont démontré d'énormément de belles choses au cours de la dernière année. On s'attend également à ce que la progression se poursuive. Denis Shapovalov, de son côté, qui a remporté son match de premier tour en fin de soirée hier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'Ontarien qui passe donc au deuxième tour. Et pour sa part, Félix Auger-Aliassime qui va jouer lui également en soirée, qui sont les deux seuls représentants canadiens. C'est important de mentionner que Vasek Pospisil n'a pas été en mesure de se qualifier pour les internationaux d'Australie et Miloš Raonic est toujours sur la liste des blessés. Ça fait près d'1 an qu'il n'a pas fait de la compétition l'Ontarien natif de Thornhill. Donc, on peut commencer à se poser de sérieux points d'interrogation auprès de Miloš Raonic. Et chez les femmes, bien entendu, il y aura Leila Annie Fernandez qui est à surveiller après sa finale au US Open. Ça s'attend de très belles choses, avait quand même très bien fait à la suite des internationaux des États-Unis.
disons que l'important dans le cas de Leilani Fernandez, c'est peut-être pas nécessairement de revivre des performances de la sorte, mais d'être constant. Seulement âgé de 18-19 ans, il faut vraiment y aller très tranquillement avec des espoirs, un peu comme on a fait avec Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, y aller de manière pas agressive. Et finalement, l'autre Canadienne qui est là, eh bien, c'est Rebecca Marino de la Colombie-Britannique, elle qui a réussi à prendre part au tableau principal des internationaux d'Australie après avoir remporté ses 3 matchs du tableau qualificatif. Intéressant. Merci beaucoup, Luc. On se retrouve prochainement. Là. On informera nos téléspectateurs de ton retour sur nos ondes pour nous commenter ce qui se passe au niveau du sport et espérons que les activités vont reprendre le plus rapidement possible là, dans notre région. Merci. Salut, Michel. Alors, Luc Carbonneau, qui est commentateur ou descripteur des matchs de l'Everest, qui nous a parlé parce qu'il suit beaucoup le sport. Donc, il y aura à intervenir au cours des prochaines semaines sur nos ondes. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive, les avis de décès et notre invité, l'abbé Simon-Pierre Pelletier.